Bien, bonjour à toutes et à tous. On est en train de parler de cartographie. Nous sommes partis évidemment de quelques remarques sur les ingrédients computationnels de base. On a pas mal parlé de merge ou assemblage, le mécanisme générateur de la combinatoire syntaxique qui, selon les propositions, les idées du programme minimaliste, est le mécanisme combinatoire le plus simple qu'on puisse imaginer. Donc quelque chose qui dit simplement prends deux choses, mets-les ensemble, tu vas former une troisième chose. Et puis c'est un mécanisme récursif, donc il est possible de réappliquer la même opération d'assemblage aux structures qu'on a créées. En tout cas, dans les langues humaines, on a vu qu'il y a d'autres systèmes où quelque chose qui ressemble fortement à un merge n'est pas récursif, en effet. Donc on se limite à des structures très, très limitées. C'est des formes très rudimentaires de combinatoire. Mais les langues humaines ont toute cette caractéristique. Le mécanisme est très simple, mais les structures construites de cette manière peuvent rapidement devenir des objets très complexes. Ceci à cause de la récursivité. On peut continuer à appliquer donc à étendre les structures, et aussi à cause de la richesse des spécifications du lexique. Donc j'ai insisté plusieurs fois sur le fait que merge ne s'applique pas dans le vide, a besoin de quelque chose, a besoin d'un lexique sur lequel il peut s'appliquer. Et le lexique a certaines spécifications qui sont essentielles pour déterminer aussi les propriétés des structures engendrées, qui sont aussi en partie à la base de la complexité qu'on observe. Donc les projets cartographiques qu'on a commencé à illustrer la dernière fois essayent de rendre justice à cette complexité. L'idée, c'est de cartographier les structures, donc de dessiner des cartes aussi détaillées que possible la structure interne des syntagmes, des phrases à travers les langues. Et ces cartes ont bien sûr la forme des structures arborescentes que nous connaissons. Voilà, le langage n'est pas le seul domaine où quelque chose d'extrêmement simple peut engendrer des structures très complexes. Les figures fractales ont des caractéristiques communes avec le langage, quoique le type d'utilisation du principe récursif est assez différent. Mais l'idée de base est assez proche. Pensez par exemple à la courbe de Koch, étudiée par ce mathématicien scandinave. Le mécanisme générateur est quelque chose d'extrêmement simple qui dit prends un segment, ensuite tu le divises en trois segments de même longueur, puis tu prends le segment au centre et tu construis un triangle équilatéral sur ce segment et tu auras obtenu une structure comme la deuxième. Ensuite, maintenant, tu as une série de segments. Donc, sur chaque segment, tu peux répéter la même opération. Donc, tu peux prendre ce premier segment et créer le triangle, puis le deuxième segment et introduire le triangle, et ainsi de suite. Donc, ça multiplie le nombre de segments selon une géométrie particulière, qui est la géométrie qu'on retrouve, par exemple, dans les flocons de neige. Et ensuite, tu peux continuer. Tu auras multiplié les segments, tu peux répéter la même opération, tu peux répéter la même opération une nouvelle fois, etc. Et on peut manifestement continuer indéfiniment et créer des structures de plus en plus complexes. Alors, le principe récursif est utilisé ici d'une manière assez différente par rapport à ce que nous trouvons dans la langue naturelle, où la récursivité a l'effet de modifier la structure seulement au sommet. N'est-ce pas ? On peut modifier une structure en rajoutant des éléments au sommet de la structure sans affecter la structure interne des éléments.
Tandis qu'ici, non, on affecte tout le temps la structure interne des éléments, on les modifie constamment et on passe, pour ainsi dire, d'un niveau d'agrandissement à un autre niveau d'agrandissement, on retrouve toujours la même structure. Donc c'est une utilisation différente, hein, mais quand même le principe est semblable, c'est-à-dire l'application récursive crée la complexité. J'ai mis aussi, je dois dire pour des raisons purement esthétiques, aussi l'ensemble de Mandelbrot, les fameuses structures utilisées par ce mathématicien français-polonais, qui a introduit entre autres le terme de fractal, n'est-ce pas, et qui a étudié la mathématique utilisée pour créer ce type d'objet. Voilà, donc on s'est posé la question, d'accord, on a affaire à un espace infini, mais comment peut-on cartographier un espace infini? Bien sûr, on peut le faire en tenant compte toujours de la même idée, c'est-à-dire que merge ne s'applique pas dans le vide, il s'applique, il assemble des éléments du lexique fonctionnel et de contenu qui ont certaines exigences sélectives à respecter. Et c'est cette structure lexicale qui pose des contraintes sur les configurations syntaxiques possibles. Et ceci détermine des arbres qui sont relativement stables, contraints par ces exigences lexicales. Donc nous avons d'un côté les atomes de la syntaxe, qui sont les éléments du lexique, en particulier du lexique fonctionnel, qui a un rôle essentiel pour la constitution des structures, les arbres élémentaires qu'ils projettent, et d'autre part, nous avons les agrégations stables d'atomes, des sortes de molécules complexes. On a déjà utilisé cette métaphore en parlant des constructions, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'on a dit on ne peut pas vraiment dire que les constructions n'existent pas, mais c'est des entités non atomiques, c'est des entités moléculaires. Hein, et les constructions grammaticales sont des structures stables, identifiées et classées par la tradition grammaticale, évidemment, mais l'ensemble des structures stables va au-delà de l'inventaire des constructions grammaticales. Il y a beaucoup plus à dire et à observer. Et cette structure moléculaire stable fait l'objet de l'analyse cartographique. On a aussi souligné la dernière fois qu'il y a une certaine complémentarité entre minimalisme et cartographie. Parfois, on observe que le minimalisme vraiment souligne la simplicité du système, la cartographie souligne la complexité, mais ce n'est pas une contradiction pour les raisons qu'on vient de dire. Quelque chose d'extraordinairement simple peut produire des structures très riches et très complexes, comme dans les exemples que nous avons considérés. Donc, il ne faut pas du tout penser au minimalisme et à la cartographie comme deux lignes en compétition en quelque mesure. Hein. Parfois, on parle de la cartographie comme une sorte d'approche indépendante à l'étude du langage. Ce n'est pas le cas, à mon avis. C'est plutôt un sujet de recherche, la cartographie. Si on s'intéresse aux structures, on fait de la cartographie, tout simplement. Puis on peut aller voir si les cartes sont simples ou sont complexes, ça c'est une question empirique, hein. Mais fondamentalement c'est ça. Et on utilise totalement les mécanismes proposés à l'intérieur du programme minimaliste, merge étant à la base de tout le système. On a parlé un peu de l'articulation de la structure et du tout premier pas cartographique qui a consisté dans l'idée de scinder la flexion inflection en anglais, dans ses composantes plus petites, et ceci à partir du travail de Pollock, pour rendre compte de manière satisfaisante aux différentes positions qu'un verbe lexical peut assumer dans la structure syntaxique, la différence des positions étant indiquée très directement par l'ordre du verbe par rapport à certains adverbes. Ce qui a amené Pollock donc à scinder la flexion et à identifier ce genre de structure avec deux composantes de la flexion, le ton et l'accord. Et immédiatement après, Adriana Belletti a proposé que, effectivement, la scission allait dans la bonne direction, mais l'ordre était le contraire, avec l'accord plus haut que le ton.
et cette différence d'ordre étant capable, par exemple, de rendre compte de certains effets d'ordre parmi les différents morphèmes de temps et d'accord. En particulier, on pouvait faire appel au principe du miroir de Baker pour observer que dans une structure verbale complexe, comme par exemple en français partirons, nous partirons, l'affixe lié au temps, ir, est plus proche de la racine que l'affixe d'accord, on, n'est-ce pas? Et ceci découle très directement d'une représentation comme celle que vous avez ici, parce que si le verbe se déplace et s'associe aux différents affixes, il va d'abord se combiner avec l'affixe, le suffixe qui sera un suffixe en effet le plus haut, le plus bas, et ensuite avec les autres. Et l'affixe au suffixe en effet le plus haut sera le dernier dans cette séquence. Donc on obtiendra l'image miroir de l'ordre hiérarchique des têtes syntaxiques. Et ce simple type de considération amène à un ordre des éléments de cette nature. Et cette question de l'ordre hiérarchique et aussi de l'ordre linéaire, est une question centrale pour la cartographie. Nous voulons savoir exactement comment ces éléments sont organisés. Puis on avait discuté aussi de ce que Chomsky avait proposé en disant que, somme toute, et Pollock et Belletti avaient raison en ce que peut-être on a un système encore un tout petit peu plus complexe, avec deux têtes spécifications d'accord, l'une plus haute et l'autre plus basse que le temps, et éléments d'accord qui s'accordent respectivement avec l'argument le plus haut, le sujet, et avec l'argument interne plus bas, l'objet, donc position appelée accord sujet, accord objet par Chomsky. Et on a aussi observé que quand on fait une proposition complexe de ce type, il est toujours utile de regarder dans les langues du monde pour voir si peut-être quelque part nous voyons une représentation très directe de la structure qui est postulée pour des raisons abstraites. Et nous avions trouvé ce cas dans certaines langues africaines, certaines langues bantoues, comme le swahili par exemple, où il y a effectivement dans la morphologie verbale complexe une série de préfixes connectés au verbe qui indique de manière très transparente, on a affaire aussi avec le type de morphologie qu'on appelle agglutinante, des différents éléments, de différents morphèmes qui correspondent à l'accord avec le sujet, respectivement le premier, le temps, le deuxième, l'accord avec l'objet, le troisième, et puis éventuellement, il peut y en avoir encore d'autres. Et donc, de cette manière, on voit très directement quelque chose qu'on a postulé pour des raisons abstraites dans d'autres langues. Et on se trouve typiquement dans cette situation. On va voir ça en discutant certains résultats cartographiques. Parfois, on arrive à certaines conclusions de façon très indirecte sur l'ordre des éléments. Puis on regarde d'autres langues et on trouve représenté dans la même structure l'ordre qu'on avait postulé. J'ai fait une brève référence ici à une langue africaine. Ceci me rappelle de vous rappeler le colloque qui aura lieu mardi prochain, mardi 18 juin. Voilà le petit programme de notre colloque, Syntactic Cartography and African Languages. Donc, dans cette salle, en effet, mardi à partir de 10h, on commencera à discuter de ce que les langues africaines ont apporté aux études cartographiques et de ce que la cartographie peut apporter à l'étude de langues d'Afrique, avec plusieurs spécialistes du domaine de la cartographie et de la linguistique africaine. Voilà, donc le colloque sera en anglais et mardi, on passera toute la journée à discuter de ces thèmes. Voilà, revenons à nos questions.
on a aussi vu la dernière fois que si on considère des structures un tout petit peu différentes, par exemple en rajoutant un adverbe par rapport aux premières structures adverbiales qu'on avait considérées, par exemple, on peut avoir 3 adverbes, en français, pas toujours complètement, eh bien, on voit qu'on a besoin d'encore plus de positions. Donc, une simple scission de la flexion en 2 éléments ne suffit pas parce qu'il y a plusieurs positions. La position plus basse que le verbe peut assumer en adjacence avec ses compléments, ou bien entre l'adverbe plus bas et les autres adverbes, ou encore dans d'autres positions. Et dès qu'on complique la structure, on voit qu'il y a des complications supplémentaires. Donc il faut toujours rajouter des éléments. Et quelle est la solution qui a été utilisée par Pollock et par les autres? C'est d'affiner le processus de scission, donc continuer à subdiviser, à diviser, scinder les constituants. Mais on peut se poser, on s'est posé cette question à l'époque, jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on peut arriver à un moment donné où on dit, je suis arrivé au niveau des atomes, donc je ne veux pas continuer ultérieurement à scinder. Ça, c'est un peu le type de raisonnement qu'on a essayé de faire avec Guglielmo Cinque à la fin des années 90. C'était un peu des discussions entre l'université de Sienne et l'université de Venise sur ces questions. Et on s'est dit, avec Guglielmo, qu'on a entendu l'année passée, il a fait un séminaire ici dans le cadre de ce cours, peut-être plutôt que de continuer à scinder les nœuds fonctionnels dès qu'il y a un problème empirique à traiter, on peut peut-être essayer d'inverser le problème et se poser la question plus générale. Quel est l'ensemble maximal des propriétés qu'une certaine zone de l'arbre syntaxique peut ou doit exprimer? Et est-ce que chacune de ces propriétés correspond à un trait syntaxique qui définit une tête? Et donc, quelle est l'expansion maximale d'une certaine zone de l'arbre, qu'une certaine zone de l'arbre peut avoir? Et l'espoir était et est qu'avec ce type de question, avec cette manière de procéder, on peut s'approcher à la question très centrale de déterminer quels sont les atomes, les éléments ultimes, les constituants ultimes du calcul combinatoire des langues naturelles. Il y a un principe qu'on a d'abord adopté comme principe méthodologique, une sorte de directrice méthodologique, et qui a été ensuite défini comme principe substantiel sur l'organisation du lexique et des propriétés grammaticales en général par Richard Kane, que nous avons entendu la semaine passée, qui a parlé dans ses travaux, qui a introduit ce terme, le principe de décompositionnalité. Donc un principe sur lequel un trait syntaxique interprétable, c'est quoi un trait syntaxique? C'est un trait syntaxique, donc visible et pertinent pour la syntaxe, mais interprétable, donc aussi visible à l'interprétation. Par exemple, temps est un trait qui typiquement un rôle syntaxique, mais a aussi un rôle essentiel dans l'interprétation. Donc un trait syntaxique interprétable correspond à un élément du lexique fonctionnel, et ceci correspond quand l'élément est soumis à merge, entre la syntaxe, correspond à une tête dans l'arbre. Donc on a une série de têtes qui correspondent aux éléments du lexique fonctionnel qui sont stockés dans le lexique comme des éléments simples, avec une seule propriété importante, pour ainsi dire. On a dit la dernière fois que ce principe a des antécédents importants. Par exemple, tout le travail sur la décomposition lexicale tenté par la sémantique générative dans les années 60, un travail qui s'est arrêté de manière abrupte vers le début des années 70, mais qui a été quand même très important. On retrouve tout le temps de traces des idées
qui avait été proposé par la sémantique générative dans différents secteurs de l'analyse linguistique, et donc une trace importante est cette idée de la décompositionnalité des éléments. Ce que ce principe revient dire est que les représentations syntaxiques ont une grande simplicité locale. Donc localement, si on regarde le petit arbre élémentaire, il est constitué d'une tête qui exprime une propriété et qui a des dépendants immédiats, un spécificateur et un complément si on utilise la théorie X-bar, mais de toute façon, il y aura typiquement deux dépendants immédiats, chaque tête, et tout est très simple. Les conglomérats complexes de propriétés sont possibles, bien sûr, mais ils peuvent, et ils ont la seule possibilité, c'est qu'ils soient obtenus par la syntaxe. Par exemple, un verbe fléchi dans une langue agglutinante avec des spécifications de temps, d'aspect, de mode, etc., est bien sûr possible, on l'observe, mais on l'obtient par la syntaxe, en déplaçant une tête à une autre tête, créant ainsi une tête complexe qui peut encore bouger, former une tête encore plus complexe, et ainsi de suite. Donc il y a une grande simplicité locale dans ces représentations, et le prix qu'il faut payer, c'est la complexité globale. Comme il y a beaucoup de propriétés à exprimer, il y aura beaucoup de têtes, fondamentalement. Si on essaye de se tenir aux principes méthodologiques et substantiels aussi en question. Voilà, donc notre ami Guglielmo Cinque a utilisé ces idées, ce principe pour, disons, en poussant aux conséquences les plus extrêmes la scission du nœud flexionnel, n'est-ce pas? Donc la petite structure qu'on avait au début est devenue quelque chose d'extrêmement riche, avec toute une série de têtes qui expriment de propriétés temporelles, mais aussi aspectuelles, mais aussi de voix, n'est-ce pas? Voix active, passive, etc., moyenne, de mode, indicatif subjonctif, par exemple, de modalité pour exprimer des propriétés comme la nécessité, la possibilité, et ainsi de suite. Donc un système très très riche de têtes qui se manifestent comme des affixes dans certaines langues et qui peuvent se manifester d'une autre manière dans d'autres langues. Par exemple, il y aura des langues où il n'y aura pas certaines affixes aspectuelles d'un certain type, mais on exprimera les mêmes propriétés par certains adverbes. Par exemple, il y a des langues où on exprime un aspect scélératif, qui veut dire je fais cette action de manière rapide. Bien sûr, le français, l'italien, les langues indo-européennes n'ont pas de tête aspectuelle scélérative, mais on peut très bien exprimer ces propriétés en utilisant certains adverbes, comme rapidement, par exemple. Alors, l'importante observation de Cinque a été d'observer que l'ordre de ces éléments était fondamentalement constant à travers les langues. Donc, que les langues utilisent des affixes, suffixes, supposons, des particules ou des adverbes, fondamentalement on retrouve ce type de hiérarchie systématiquement à travers les langues, avec quelques petites variations modestes et bien identifiables. J'ai essayé de faire le même type de travail, je vais en parler plus en détail, sur le système de complémentaires, donc en essayant de scinder le nœud complémentaire en une série de nœuds qui définissent tout un espace qui a été appelé la périphérie gauche, périphérie initiale de la phrase, qui contient plusieurs spécifications dont je vais dire des choses plus spécifiques dans 2 minutes. Voilà donc les idées de base de la cartographie. Il y a beaucoup de travail, je vais donner une idée aussi de la dimension empirique de cette manière de voir les choses. Comme je dis, c'est un sujet de recherche fondamentalement. Et quels sont les buts? Il y a plusieurs choses qu'on essaye de faire. D'abord, il y a un aspect descriptif. On veut offrir des descriptions détaillées des structures fines
des syntagmes et des phrases à travers les langues. Donc cet accent sur la description peut paraître un peu étonnant dans un contexte comme celui de la grammaire générative, où typiquement on souligne l'importance de l'explication, n'est-ce pas? On dit, on ne veut pas se contenter des descriptions, on veut expliquer les choses. C'est tout à fait justifié, mais il ne faut pas oublier que la description est fondamentale. Il faut, disons, la bonne théorie ne peut se construire qu'à partir de bonnes descriptions. Et si vous réfléchissez un instant, il est clair que dans le cas de la linguistique, dans le cas du langage, nous sommes confrontés à un problème descriptif énorme, parce que seulement une toute petite fraction des langues du monde a été décrite, de toute façon de manière non complète, mais de manière, disons, acceptable et satisfaisante. J'ai cité la dernière fois, en relation au cas du Pitaha, l'article de Evans et Levinson. Dans cet article, Evans et Levinson disent mais peut-être 10% des langues du monde a été décrite de manière satisfaisante. Je crois que c'est une estimation extrêmement optimiste. C'est beaucoup moins que ça, en effet, pour plusieurs raisons. Une raison est qu'il y a beaucoup plus de langues par rapport, si vous lisez dans les manuels, 7000 langues, 6000 langues, 8000 langues, des choses comme ça. En effet, il y a beaucoup plus de systèmes, en partie pour les raisons que Kane nous a dit la dernière fois. Si vous considérez les variations dialectales, ce qui est essentiel, immédiatement on passe à un ordre, au moins un ordre, mais probablement plus, de grandeur supérieure, au moins ça. Et puis, on a besoin de descriptions très détaillées pour faire ce type de travail. On ne peut pas se contenter à certaines caractérisations basiques qui sont offertes par beaucoup de grammaires de référence et beaucoup de lexique sur les différentes langues du monde. Donc il y a un travail énorme descriptif à faire et qui, à mon avis, justifie la création de postes de linguistique pour le futur imaginable. Donc les linguistes ne resteront jamais sans travail s'ils abordent sérieusement la question de la description, qui est une question fondamentale. Puis, bien sûr, il y a la description, mais aussi l'explication. Les deux choses vont nécessairement ensemble. Et si effectivement la grammaire générative a peut-être un point de vue un peu différent par rapport à d'autres approches, il faut les deux. Il faut absolument les deux. C'est-à-dire on peut construire de bonnes descriptions seulement s'il y a une bonne théorie sous-jacente, et la bonne théorie sous-jacente ne peut que se bâtir à partir de bonnes descriptions. Donc il y a une interaction constante. Il est clair qu'à partir des bonnes descriptions, on observe des généralisations, des choses qui restent les mêmes à travers les langues. On observe aussi de la variation, mais de la variation dans certaines limites. Et bien sûr, il faut essayer de expliquer les propriétés invariantes en les mettant en rapport déductif avec des principes plausibles de la faculté du langage au sens aussi étendu que vous voulez utiliser pour définir ce terme. Par faculté du langage, j'entends simplement nos capacités linguistiques, qu'il s'agisse de principes dédiés au langage ou de principes plus généraux. Les deux possibilités certainement existent et certainement il y a des principes de l'un et de l'autre type. Voilà, donc description et explication, ça c'est à la base de tout le projet. Et puis il y a des choses plus spécifiques, plus techniques qu'on essaye de faire. Point numéro 3. Il s'agit de contribuer au programme de syntacticisation. On utilise ces néologismes. Je m'en suis en partie responsable pour ces termes, donc si vous ne les aimez pas, c'est ma faute. Et de la morphologie, c'est-à-dire de l'idée que la morphologie, fondamentalement, c'est de la syntaxe. C'est toujours merge qui s'applique et qui crée les formes
morphologiquement complexe. C'est un projet qui est aussi ancien, initié à l'intérieur de la grammaire générative, mais certainement il y avait d'autres variantes indépendantes qui avaient été proposées avant, initié par Chomsky dans son livre Syntactic Structures, où il a interprété le peu de morphologie que l'anglais a, smokes, comme étant le résultat d'une opération syntaxique qui met ensemble cet affixe et le verbe lexical, et puis développé par beaucoup de linguistes. Baker, je l'ai déjà cité, a donné des contributions importantes là-dessus. Il y a toute une tendance qui est un peu une tendance qui dérive de la cartographie, la nanosyntaxe, qui est bien représentée ici à Paris, entre autres, liée en particulier au travail de Michel Stark. Et puis d'autres idées, Kane lui-même, avec Chris Collins, ont proposé un point de vue appelé Morphology of Syntax, qui est assez explicite, pour aller dans cette direction, qui revient à dire essentiellement il n'y a qu'un type d'organisation combinatoire qui est responsable et pour les créations de mots complexes et pour les créations de syntagmes. Entre autres, c'est intéressant de voir que si vous regardez par exemple dans le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, c'est une idée que Saussure avait très clairement, parce que quand à un moment donné du cours, il doit donner des exemples de syntagmes, il prend des mots complexes. Donc, il considère les mots complexes comme des syntagmes. Donc, c'est une idée qui a certainement des origines qui ne sont pas limitées la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, donc il y a tout ça, syntacticisation de la morphologie, et puis il s'agit, là, un résultat empirique important, essayer d'intégrer des positions adverbiales dans la structure de la phrase et les positions adjectivales dans les structures nominales. Ça, c'est des domaines moins étudiés, mais sur lesquels les études cartographiques ont vraiment mis l'accent. Donc, il s'agit d'intégrer dans les études centrales de syntaxe ces entités qui étaient un peu mises de côté, comme les adverbes et les adjectifs. Et il s'agit aussi d'intégrer dans la structure de la phrase certaines articulations liées à l'organisation du discours, donc des structures comme topic, commentaire, focus, présupposition, dont on va parler, et qui sont cruciales pour la structure informationnelle, pour l'expression, pour l'interface, disons, entre la syntaxe de la phrase et l'organisation du discours. Toutes ces propriétés sont exprimées par des configurations syntaxiques qui sont étudiées en détail dans les études cartographiques. On verra tout de suite quelques exemples. Et puis, de manière plus générale, il s'agit d'offrir un outil de type nouveau. En général, les cartes sont très utiles pour s'orienter, ici aussi, pour toutes sortes d'études appliquées. Donc, des études de l'acquisition du langage. Je vais parler un peu dans 15 jours de l'acquisition de la première langue et de comment les structures cartographiques complexes sont maîtrisées par l'enfant, mais aussi sur l'acquisition de la langue seconde. Pour l'étude des pathologies, est-ce qu'on peut identifier certaines zones des cartes qui sont particulièrement fragiles, qui sont particulièrement susceptibles de donner lieu à des difficultés dans des cas de pathologie et de pathologie de développement et des pathologies comme les aphasies, pathologies de l'adulte. Et puis, bien sûr, il y a toutes les applications didactiques, toutes les applications informatiques qui sont en train d'être explorées. Il ne faut jamais oublier l'importance des applications pour les études théoriques, parce que c'est vraiment extrêmement important
de voir et de montrer à quoi ça sert. Hein. C'est la question qu'on nous pose toujours dans le cadre des études théoriques. À quoi ça sert? On dit c'est la curiosité qui nous a amené à ça. Mais il faut que la curiosité produise aussi et des retombées ailleurs. C'est le rapport entre recherche fondamentale et recherche appliquée qui est quelque chose d'essentiel aussi. Voilà, donc vous avez peut-être déjà vu cette diapo qui essaie de donner une idée de la couverture empirique de ces études. On est parti surtout pour les études de la périphérie des langues romanes et germaniques, mais puis rapidement, ces méthodes ont été étendues à d'autres domaines, d'autres langues indo-européennes, comme les langues celtiques, les langues slaves, etc. Et puis jusqu'aux langues indo-européennes de l'Est, comme le persan, par exemple. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte de la pertinence générale de cette manière de voir les choses, avec beaucoup de travaux sur les langues non indo-européennes, à commencer des langues non indo-européennes d'Europe, comme le basque, les langues finno-ougriennes, etc., puis les langues turciques, sémitiques, etc., et puis les langues africaines, extrêmement importantes. On va parler de cela mardi, à partir des travaux d'Eno Cabot sur les langues B. Et parce que ces langues nous permettent de voir des choses qui sont plus difficiles à voir dans d'autres langues, par exemple dans les langues indo-européennes. Puis beaucoup d'intérêt pour les études cartographiques en Asie, beaucoup de travail sur le chinois en particulier, mais aussi sur le japonais. Et puis sur d'autres langues, il y a inclus les langues natives d'Amérique et d'Australie, les langues austronésiennes, les langues créoles, qui ont leur propre cartographie, bien sûr, hein, et les langues des signes. On en a parlé un tout petit peu. Il y a là aussi une cartographie à étudier. Et puis des études de dialectologie. Kane, la semaine dernière, nous a souligné l'importance des études dialectologiques comme ce domaine privilégié de la micro-comparaison. Et bien sûr, c'est un type d'étude qu'on peut poursuivre de manière cartographique. Et aussi pour le changement linguistique, évidemment, les langues changent dans l'histoire, les cartes aussi changent. Il faut comprendre quelles sont les lignes fondamentales du changement linguistique. Voilà, donc je voudrais maintenant consacrer un peu de temps à vous présenter une brève histoire de la scission du complémentaire. Nous avons vu une histoire brévissime de la scission de la flexion. Maintenant, je parle un peu plus en détail de la structure du complémentaire, parce que ça fera l'objet aussi des deux prochains cours. Donc, il faut partir de l'introduction de cette notion de complémentaire, qui est due en effet au linguiste américain Rosenbaum, Peter Rosenbaum, dans les années 60, mais c'est John Bresnan qui a travaillé là-dessus et qui a fait une proposition qui a eu une grande influence. Bresnan a dit, toutes les phrases, en tout cas toutes les phrases subordonnées, et aussi, en quelque mesure, les phrases principales, ont une structure comme celle-ci. Donc, S est la phrase, et ça donne lieu à une projection, S bar, qui contient aussi cette position de complémentaire. Et cette position peut être remplie pour toutes sortes d'éléments qui se trouvent à la périphérie initiale de la phrase. Tout ce qui précède le sujet, typiquement, dans des structures de phrases, hein, le sujet étant dans une position ici, n'est-ce pas, à l'intérieur de la phrase, tout ce qui précède le sujet détermine ou constitue le domaine du complémentaire. Et donc, il peut y avoir la position d'arrivée de certains types de mouvements, comme mouvement WH, mouvement interrogatif. Il peut y avoir des éléments comme les conjonctions de subordination, that, etc., ce qu'on appelle typiquement des complémentaires dans cette ligne de recherche, etc.
Et l'idée de Bresnan d'avoir une seule position là a une certaine valeur explicative. Par exemple, elle rend compte du fait que certains éléments ne peuvent pas se manifester ensemble. Par exemple, si vous pensez à comment on peut former une relative en anglais, the man who you saw is here, the man that you saw is here, mais on ne combine pas the man who that you saw. Hein, ce n'est pas possible en anglais standard. Ce qu'on appelle l'effet du complémentaire doublement rempli, eh bien, s'il y a une position, on a ou bien un élément comme that, ou bien un autre élément comme who déplacé de la phrase qui occupe cette position. Pendant une bonne quinzaine d'années, on a gardé essentiellement la structure de Bresnan. Si vous lisez, par exemple, le Lectures on Government and Binding, la présentation du cadre gouvernement-liage, Chomsky adopte totalement ce point de vue au début des années 80. Mais les choses ont évolué vers la moitié des années 80, quand Chomsky a eu cette idée importante de ramener les structures fonctionnelles, donc aussi les complémentaires, les flexions, les déterminants, etc., au schéma X-bar. Le schéma X-bar est ce qui détermine la structure des éléments traditionnellement. Donc ça revient à dire que n'importe quel syntagme a une tête X qui prend un complément, et puis le constituant tête-complément s'unit à un spécificateur. Donc, par exemple, 3 livres de linguistique, c'est un exemple d'utilisation du schéma X-bar. Alors, l'idée importante dans les toutes premières pages de Barriers, c'était de dire, peut-être, on peut étendre ça aussi aux catégories fonctionnelles. Donc, il y a des choses comme les complémentaires, comme les flexions, comme les déterminants, etc., etc. Donc, pour la structure du complémentaire, on passe à quelque chose comme ça. S'il y a une tête complémentaire qui définit le syntagme complémentaire, et ceci s'unit à un complément qui est la phrase, le IP dans cette nouvelle terminologie, et il y a aussi une position de spécificateur. Donc ça vient dire la périphérie de la phrase a non pas une seule position, comme dans le cas du schéma de Bresnan, mais au moins 2 positions, une position de tête et une position de syntagme. Et on voit tout de suite qu'on a besoin au moins de cette richesse pour traiter toutes sortes de constructions. Pensez comment on forme les questions en anglais, mais aussi en français. What could he say? On peut analyser cette structure comme impliquant un double mouvement. Il y a un mouvement de l'élément WH, what, supposons, d'une position objet, à la position de spécificateur du complémentaire, et aussi un mouvement du verbe fléchi, dans ce cas le modal en anglais, à la position du complémentaire, ce qui donne cette séquence. Donc on a simplement pour traiter cette construction qui est un cas résiduel du V2, du verbe en deuxième position, n'est-ce pas, le principe fondamental d'ordre des éléments qu'on utilise dans toutes les langues germaniques, sauf l'anglais, qui a perdu ce processus de manière généralisée. Eh bien, pour traiter toutes ces constructions, mais l'anglais l'a gardé seulement en forme résiduelle dans certaines constructions, comme les questions, pour traiter ces constructions, il faut au moins 2 types de positions. Évidemment, un type d'argument qui a été donné par la suite, ici ce n'est pas vraiment une histoire, mais plutôt une reconstruction rationnelle, un type d'argument qui a été donné en faveur de cette première scission chomskienne, a été donné par un spécialiste de typologie comme Dreyer, Matthew Dreyer, qui a observé qu'il y a nécessairement 2 positions et pas une seule, est montré par l'existence de certaines langues où on a cet ordre des éléments, c'est-à-dire le complémentaire, l'élément qui correspond à que, est en position finale, mais la position d'arrivée du mouvement WH est en position initiale. Alors vous voyez que
un élément est à la fin de la structure, l'autre élément est au début. Donc, c'est clair qu'il faut postuler deux éléments ici. Par exemple, on constate ce type de phénomène dans des langues comme ce khoikhoi, une langue khoisan parlée en Namibie, où on met l'élément qui correspond à que en position finale. Donc, nous lui avons dit qu'on était en train de partir, alors que ne se trouve pas au début de la phrase subordonnée, comme en anglais, mais en position finale. Donc, on était en train de partir que. Hein. Tandis que la position cible du mouvement WH est initiale, exactement comme en anglais, donc quelque chose comme qu'a-t-il mangé que se déplace en position initiale. Donc il faut faire ce type de scission qui est attendu si on adopte le point de vue de Chomsky sur ces questions. Dès qu'on fait ce type de considération, tout de suite, on perd quelque chose qu'on pouvait exprimer dans le système de Bresnan, c'est-à-dire l'effet du complémentaire doublement rempli. Parce que si on a deux positions distinctes, l'une de spécificateur, l'une de tête, donc Pierre ne sait pas qui Jean a vu, par exemple, eh bien, évidemment, on n'exclut pas automatiquement la possibilité que ces deux têtes soient remplies, l'une par l'élément WH, par exemple, et l'autre par le complémentaire non marqué comme que. Donc Pierre ne sait pas qui que Jean a vu. Un cas d'effet du complémentaire doublement rempli n'est pas immédiatement exclu par ces genres d'hypothèses. Donc, dès qu'on rend les représentations plus riches, on gagne certaines choses, on perd d'autres choses. Donc, il faut trouver un équilibre. Ici, l'équilibre est facile à trouver parce que si nous regardons à travers les langues, nous voyons qu'il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de systèmes où, en effet, l'élément WH, par exemple, et un complémentaire non marqué type que peuvent être en concurrence. Nous ne l'avons pas en anglais standard, mais dans certaines variétés régionales. Par exemple, l'anglais de parler à Belfast. I wonder which book that he read. Hein, ça, c'est possible à Belfast. Dans les dialectes néerlandais, wie dat, donc qui, que, tout à fait possible dans les questions subordonnées, par exemple. Il y a beaucoup de variétés de français, variétés régionales, où on a ça. Par exemple, au Québec, on a décrit ces structures qui tu as vu, qui as-tu vu, une forme possible est qui que t'as vu, avec la concurrence de qui et que. En italien standard, on n'a pas ce type de configuration. Dans des dialectes de l'italien, on trouve systématiquement ce genre de choses, cosa che la magna, dans le dialecte de Venise, par exemple. Dans les langues standards, en général, on ne trouve pas ça. Il y a une sorte de pression normative très forte, disons, un principe qui est souvent mentionné dans les grammaires normatives des différentes langues, c'est l'idée d'éviter la redondance. Éviter la redondance. Et cette double spécification du complémentaire est ressentie un peu comme quelque chose de redondant. Mais il est clair que dès que la pression normative s'affaiblit, donc si on regarde des variétés régionales, etc., on trouve très, très systématiquement ce genre de structure. Dans le standard de l'italien, il y a quand même une construction dans laquelle la concurrence est possible, et c'est dans les structures exclamatives. En italien, on peut dire des choses comme che bel libro che ho letto, avec l'un che qui est en effet le spécificateur WH exclamatif du syntagme nominal déplacé en position initiale, et ce deuxième che est notre tête du système du complémentaire. Donc c'est spécifique à certaines constructions, ce qui veut dire que ce fameux effet du complémentaire doublement rempli est sensible non seulement à une variation interlinguistique, mais aussi à la spécification grammaticale des éléments. Donc les exclamatives permettent ça,
mais par exemple les interrogatives ne permettent pas ça en italien. Si vous pensez à une interrogative de A, che macchina hai comprato? Donc ça c'est une question, quelle voiture as-tu acheté? Là, pas de concurrence possible avec ce que complémentaire, tandis que dans l'exclamative, che macchina che hai comprato, ça devient possible. Donc c'est un effet qui est sensible à la spécification grammaticale de la construction spécifique qu'on regarde. Il y a bien sûr là un paramètre qui dit que dans des configurations spécificateurs complémentaires, le complémentaire peut ou ne peut pas être réalisé quand le spécificateur est réalisé. Donc dans certaines langues, il y a ou bien le spécificateur ou bien la tête. Dans d'autres langues, on peut réaliser les deux. Et c'est une propriété paramétrique dans la structure qu'on a considérée. Voilà. Ceci nous amène à faire un type de considération sur les propriétés d'ordre des têtes et des spécificateurs, des têtes, des compléments et des spécificateurs. Donc les trois éléments dont on a parlé jusqu'ici. Hein. Tandis que l'ordre tête-complément peut varier d'une langue à l'autre. Donc il y a des langues tête-complément, par exemple verbe-objet, hein, et il y a des langues complément-tête, donc objet-verbe, des langues où on dit des choses manger, sandwich, et des langues où on dit des choses comme sandwich manger, fondamentalement. La position spécificateur a la forte tendance, peut-être c'est un principe absolu, d'être en position initiale, de précéder le reste de la structure. Et ceci, on le voit par plusieurs types de considérations. Par exemple, en regardant simplement l'ordre des éléments qui sont en jeu dans la phrase. Donc, prenons des structures avec le sujet, avec le verbe, avec l'objet, en regardant par exemple dans le WALS, dans le World Atlas of Language Structures, qui donne beaucoup d'informations sur les langues du monde, en tout cas si on se contente à des questions aussi simples que celles qu'on considère ici, on voit que les ordres les plus fréquents sont ces deux en particulier, donc sujet, objet, verbe, qui correspond à presque la moitié des langues du monde. Donc Jean, sandwich, mange, japonais par exemple, fonctionne comme ça, et sujet, verbe, objet, donc Jean mange sandwich, français par exemple. Et ces deux types de langues correspondent à un peu moins que la moitié. Puis le troisième type, aussi relativement bien attesté, ce sont les langues où l'ordre est verbe, sujet, objet, donc où le verbe précède le sujet et l'objet avec cet ordre. Donc mange, Jean, gâteau, essentiellement. Donc ces ordres sont fréquents, ces deux en particulier sont très fréquents. Et les autres ordres sont très rares ou rarissimes. Vous voyez donc verbe, objet, sujet, par exemple, très peu de langues, mais encore moins objet, verbe, sujet, objet, sujet, verbe. Donc ça, c'est vraiment extrêmement rare. Alors, ce que les structures fréquentes ont en commun est le fait que le sujet précède l'objet, n'est-ce pas? Donc c'est la propriété commune. Alors, si le sujet est typiquement une position spécificateur, on s'attend à ce que le sujet soit initial. Donc, de cette manière, on peut rendre compte de la grande fréquence de ces ordres. Puis, bien sûr, il y a des processus de mouvement. Par exemple, l'ordre VSO, vraisemblablement, sera engendré par le mouvement d'un verbe, du syntaxe verbal, à une position initiale qui changera l'ordre. Il y a vraisemblablement un coût qui va avec ce type d'opération, ce qui pourrait rendre compte de la plus grande rareté de ce type fondamental. Et les autres ordres, si le sujet est un spécificateur, l'objet un complément,
et donc le sujet typiquement précède l'objet, les autres ordres devront être obtenus par des processus de mouvement, ce qui pourrait rendre compte de la rareté de ces autres cas. Par exemple, les langues VOS, qui sont le cas le plus fréquent parmi les langues rares. Par exemple, dans les langues austronésiennes, on trouve fréquemment cet ordre, donc mange, gâteau, Jean, essentiellement. Il est très naturel de les analyser, comme c'est indiqué ici, avec une sorte de topicalisation du syntagme verbal, antéposition du syntagme verbal, et donc on passe de SVO à VOS. Mais c'est toujours par l'application d'une règle de mouvement qu'on obtient ces ordres spéciaux. Puis on peut se poser la question ultérieure, mais pourquoi il y a cette sorte de specifier first, spécificateur en premier, qui semble être une sorte de slogan politique. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? On pourrait essayer de trouver une raison fonctionnelle comme la suivante. Les spécificateurs sont typiquement utilisés comme cible du mouvement. C'est très clair dans le cas de la périphérie gauche, du mouvement WH, cible une position de spécificateur, mais aussi le sujet, typiquement, le sujet dans la position où le sujet est effectivement prononcé, c'est une cible du mouvement, vraisemblablement. On reviendra sur cette question, je pense, la prochaine fois. Donc les specs sont typiquement des cibles du mouvement. Alors si vous pensez à un mouvement vers le début de la phrase et à un mouvement vers la fin de la phrase, vous voyez très clairement que du point de vue du traitement, les structures avec le mouvement vers le début de la phrase sont beaucoup plus faciles à gérer. Pourquoi? Parce que si vous déplacez, prenons le cas d'une structure WH par exemple, l'élément WH en position initiale, dès que votre interlocuteur entend l'élément WH, c'est qu'il doit, dans le reste de la structure, trouver un trou, trouver une position de trace, une position non prononcée. Donc l'interlocuteur est immédiatement alerté par un mouvement vers la gauche à chercher, à postuler une position nulle dans ce qui va suivre. Tandis qu'il est clair que si le mouvement était vers la droite, donc s'il y avait un spécificateur à droite comme cible possible du mouvement, ce serait plus difficile parce que votre interlocuteur rencontrerait d'abord une position nulle, une position non prononcée. Donc il faut reconstruire cette position, ce qui évidemment n'est pas facile. Et ensuite, seulement, il aurait l'antécédent de cette position, et ceci, dans beaucoup de cas, impliquerait une réanalyse de ce qui a déjà été traité. Évidemment, la réanalyse est quelque chose de coûteux, quelque chose que la langue humaine essaye d'éviter. Donc, on peut penser que le mouvement est typiquement vers la gauche pour une raison fonctionnelle comme celle-ci. Il y a toute une discussion très intéressante de ces phénomènes. Carlo Cecchetto s'en est occupé il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup de littérature fonctionnelle aussi sur ces questions. Jack Hawkins a écrit un livre important et intéressant sur ce type de choses. Remarquez que le mouvement vers la droite, vraisemblablement n'est pas totalement impossible. Il y a des cas où on veut dire qu'il y a un mouvement vers la droite. Le cas typique étant ce qu'on appelle heavy NP shift, donc mouvement vers la droite d'un syntagme nominal lourd. Donc on parle de quelque chose comme I gave the book to Mary, c'est l'ordre normal, objet direct datif, prépositionnel, mais si l'objet est lourd, on peut le mettre à la fin. Donc, I gave to Mary the amazing book that Bill wrote in a week last year. Ça, c'est possible. En français, c'est possible aussi, bien sûr. J'ai donné à Marie le livre fantastique que Bill a écrit en une semaine l'an dernier. Quand il y a quelque chose de très lourd, on veut
le déplacer vers les positions latérales et en particulier vers la position finale dans ce type de configuration. Mais comme il a été remarqué à l'origine par Ross, qui a été le premier dans les années 60 à s'occuper de ces problèmes, ce mouvement vers la droite est extrêmement local. On ne peut pas aller à distance. On reste à l'intérieur du même constituant, pour ainsi dire, et c'est l'analyse que Carlo Cecchetto essaye de donner en manière de principe. Il y a des problèmes intéressants qui se posent. Par exemple, Cecchetto, avec d'autres collaborateurs, observe que le mouvement WH dans un certain nombre de langues de signes semble être un mouvement vers la droite, ce qui est étonnant, hein, parce que dans les langues orales, vous avez fondamentalement l'alternative entre in situ, donc pas de mouvement, et mouvement vers la gauche. Dans certaines langues des signes, on trouve en particulier la langue des signes, la LIS, Lingua Italiana dei Segni, on trouve ce mouvement vers la droite, mais qui a aussi certaines caractéristiques de localité qui sont soulignées dans les travaux, en particulier le travail que j'ai cité ici de Cecchetto, Geraci et Zucchi. C'est un cas intéressant où la modalité spécifique pourrait en quelque sorte influencer ce type d'aspect en déterminant quelques différences observables entre les langues orales et les langues de signes. Là aussi, il y a une littérature intéressante que je n'aurai pas le temps de commenter. Voilà, donc nous avons dit, adoptons l'idée chomskienne, que moi ici, il y aurait, si on l'adopte complètement, une position de spécificateur, qu'on omet parfois si elle n'est pas utilisée. Mais ceci dit, il faut continuer la scission. Pourquoi? Parce que si on prend plusieurs éléments qui peuvent occuper cette position, qui étaient traditionnellement analysés comme occupant cette position, et vous comparez et vous considérez plusieurs manipulations, vous voyez qu'on ne peut pas se contenter d'une position unique, qui peuvent occuper des positions distinctes. Et si on reproduit un peu sur la périphérie gauche les arguments pollockiens, disons les arguments qui avaient motivé la scission de la flexion. Pourquoi? D'abord, on peut se poser la question, mais ici j'ai analysé sans discussion ultérieure le complémentaire prépositionnel qu'on a en italien, en français, et qui introduit des formes infinitives comme un complémentaire. Hein, donc, je crois que je partirai l'équivalent infinitif de que et dit en italien, de en français. J'ai décidé de partir. Hein. Ça, c'est une analyse plausible pour des raisons qu'on verra tout de suite, mais la première idée qui vient à l'esprit est, si on compare John decided to leave et Jean décida de partir, pourquoi ne pas analyser de exactement comme to? C'est-à-dire to, on l'analyse typiquement comme élément de la flexion infinitive. Hein. Pourquoi ne pas analyser dit ou de la même manière, donc le postuler dans cette position, plutôt que comme complémentaire? Il y a plusieurs raisons, et le travail de Kane, il y a beaucoup de temps, va dans cette direction. Mon propre travail va dans cette direction, qui suggère que la position de dit et des n'est pas du tout la même que to. En anglais, par exemple, par rapport à la négation. En anglais, on peut avoir to qui suit la négation. John decided not to leave. Et donc, c'est clairement dans une position basse, parce que c'est une position qui peut être précédée par la négation. Tandis qu'en français ou en italien, di ou de, typiquement, précède la négation. Gianni decise di non partire et Jean décida de ne pas partir. Donc, il est clair que ces éléments occupent une position plus haute, et donc l'idée qu'ils fassent partie du système du complémentaire est plus plausible. Donc, de ce point de vue, l'équivalent le plus proche de dit dans les langues romanes, en anglais, serait le complémentaire for,
qui clairement occupent une position plus haute. Par exemple, vous avez ça dans des structures infinitives qui n'ont pas d'équivalent immédiat dans les langues romanes, comme set. I would very much prefer for John not to leave immediately, où vous voyez que for précède la négation, précède to, précède aussi le sujet qui peut être réalisé dans cette structure de l'anglais. Donc on analyserait die ou des exactement comme for, sauf que for est en concurrence systématique avec un sujet prononcé, tandis que dans les structures romanes, le sujet de l'infinitif est typiquement nul, ce pronom non prononcé qu'on désigne par cette, par cette étiquette pro. Okay. Mais donc, il faut traiter différences et similarités, mais du point de vue positionnel, c'est vraisemblablement la même chose. Alors, je disais, il faut scinder ultérieurement ce système du complémentaire, et un argument qui est typiquement utilisé est un argument qu'on appelle de transitivité pour postuler des positions différentes. Donc, ce qu'on observe, quand on observe la situation comme une situation comme la suivante, un élément A précède B. Donc A précède B et A est plus haut dans la structure que B. Et l'élément B précède et est plus haut que l'élément C. Alors on peut conclure que l'élément A précède et est plus haut que l'élément C, même si A et C n'apparaissent jamais ensemble. Donc vous ne les entendez pas dans la même structure, mais néanmoins, sur la base de l'ordre respectif par rapport à un autre type d'élément, vous pouvez arriver à cette conclusion. Et ce type d'argument est utilisé de manière tout à fait systématique. L'élément B en question, utilisé pour la comparaison, peut être l'utopique qui est exprimé dans les langues romanes par cette construction appelée clé de clef dislocation, donc construction disloquée à gauche clitique, et qu'on utilise constamment dans les langues romanes. Ici, j'ai mis une structure italienne. Il libro Gianni lo leggerà domani, en français, le livre, Jean le lira demain, où l'élément topical, donc un référent qui est en quelque sorte saillant dans le contexte que je prends et par rapport auquel je fais un commentaire, le reste de la phrase est un commentaire, donc on a cette structure topique-commentaire sur laquelle on reviendra la prochaine fois. Eh bien, dans ce genre de configuration, la position topicale, une position avant le sujet, donc de la périphérie initiale, de la périphérie gauche, est une position qu'on peut utiliser pour cette sorte d'argument. Comment le faire? Eh bien, en italien, les choses sont très claires. Un élément comme che précède nécessairement un topique, donc on a des structures comme credo che il tuo libro lo leggerò domani. Donc l'ordre naturel est che suivi du topique. Mais si vous prenez le complémentaire infinitif-infinitifal, dit le seul ordre possible est avec le topique qui précède. Donc ho deciso il tuo libro di leggerlo domani, qui est une structure possible, mais l'ordre contraire serait complètement impossible. Donc sur la base de l'ordre respectif par rapport au topique, on conclut que che occupe une position plus haute que dit, ce qui nous amène à une carte minimale comme celle-ci, position complémentaire plus haute, topique, position complémentaire plus basse, et puis en généralisant, on appelait ces positions C1, on appelait la position de force, donc la position qui exprime la force illocutive dans les principales et le type de la phrase dans les subordonnés. Donc il s'agit d'une déclarative, par exemple, d'une question, d'une exclamative, d'une structure adverbiale d'un autre type. Et la tête de complémentaire basse, on l'appelait finitude. C'est une tête qui s'accorde en finitude avec le reste de la structure. Donc, elle aura une certaine valeur dans les structures infinitives et une autre valeur dans les structures à verbe conjugué, on peut dire, dans les structures finies
exprimant cette propriété de finitude. Voilà, donc les Kay et Dee lexicalisent ces deux positions respectives. Il y a certaines structures qu'on peut voir, mais je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Il y a certaines structures où, dans certaines langues, Kay et Dee peut être prononcé en même temps. Même en français, des structures un peu spéciales comme plutôt que de faire cela, plutôt que de faire cela. Vous avez ces deux éléments qui sont en concurrence. Ça, c'est pas possible en italien, pas possible dans d'autres langues romanes, mais les deux éléments peuvent être en concurrence. Je reviendrai sur cette question la prochaine fois parce que je voulais montrer que dans certaines variétés dialectales, on trouve ce genre de configuration, ou en français, même en français tout à fait standard, on retrouve ce genre de configuration. Considérons maintenant brièvement, toujours en italien, que par rapport à la position d'autres éléments qui introduisent les structures subordonnées, comme C, qui correspond en français si, et qui introduit les questions indirectes, je ne sais pas si je ferai ça, etc. Alors là, on peut montrer que même que et C n'occupent pas la même position, toujours sur la base de l'argument de transitivité, parce que avec que, comme on l'a vu, le topique suit nécessairement, mais avec C, en italien, le topique peut ou bien précéder, donc non so il tuo libro, se lo leggerò domani, dans ma variété d'italien. Il y a certaines différences entre différentes variétés d'italien ici. Ou bien avoir le topique après C, donc non so se il tuo libro lo leggerò domani, ou bien même avoir cet élément qui introduit les questions indirectes entouré par des topiques. Avoir deux topiques, l'un qui précède et l'autre qui suit. Non so a Gianni se il tuo libro glielo darò domani. C'est aussi une structure possible, en tout cas dans ma variété d'italien. Donc, tout cela nous amène à enrichir ultérieurement notre petite structure et avoir donc que qui précède toute la séquence, di qui termine toute la séquence, et C qui occupe une position intermédiaire dédiée au complémentaire interrogatif, une position intermédiaire qui peut être et suivie, et précédée et suivie par des topiques. Alors, observons encore uniquement, et puis on fera une pause avant le séminaire, observons que là aussi, si nous regardons d'autres langues proches, nous trouvons des cas où la séquence que si, qui est postulée sur la base de ces arguments de transitivité en italien, cette séquence est en effet possible dans la même structure. Par exemple, dans ce qu'on appelle les questions rapportées en espagnol. Donc, supposons que quelqu'un pose une question. Est-ce que tes amis t'ont déjà visité à Grenade? Je peux rapporter cette situation discursive en disant la chose suivante. Donc, ils m'ont demandé, me preguntaron, que si tus amigos ya te visitaron, etc., etc. Donc, vous avez cette séquence limitée au cas des questions rapportées, mais où on entend ce type de configuration. Et le « que » et le « si » peuvent être aussi séparés par la présence d'éléments qui interviennent, comme un topique qui interviendrait entre ces deux éléments. Donc nous avons tout cela. Peut-être je vais reprendre toutes ces questions la prochaine fois. Je voudrais juste terminer en observant qu'une structure qui est tout à fait analogue à la structure espagnole, mais encore plus riche et avec certaines différences qu'on peut facilement comprendre paramétriquement, on la trouve en japonais. En japonais aussi, on peut avoir des questions subordonnées, bien sûr, qui fonctionnent comme des questions rapportées,
Donc Tarot a demandé à Ziron, qui était venu à sa maison, quelque chose comme ça. Alors là, ce que l'on observe est que dans ces structures de questions rapportées, on a un triple élément complémentaire, donc ces trois particules, no, ka et to, qui sont en concurrence possible, où to correspond à que, fondamentalement, ce qui caractérise le caractère rapporté de la question, ka est le complémentaire interrogatif, et no est une troisième particule qui est analysée par Saito, par Mamoru Saito, qui analyse cette construction comme étant une particule de finitude. Donc on observe dans ces langues l'image miroir exacte des séquences que, c'est, di qu'on trouve en italien, qu'on retrouve dans les langues romanes et qui en japonais a la même structure hiérarchique, mais avec l'ordre qui, bien sûr, est l'opposé. Ceci est lié au paramètre tête-complément, bien sûr. Dans des langues comme l'italien, la tête précède le complément. Donc nous avons tous les complémentaires à gauche au début de la phrase. En japonais, la tête, de manière très systématique, suit le complément. Donc nous avons tous les complémentaires, mais aussi les verbes, les flexions, etc., à la droite de la configuration, ce qui donne lieu à des arbres, bien sûr, différents dans les deux types de langues, avec les têtes qui se trouvent systématiquement à droite dans une langue comme le japonais et systématiquement à gauche dans une langue comme l'anglais ou comme l'italien ou comme les langues romanes. Et donc, on retrouve pour la structure du complémentaire exactement la même configuration, force qui domine cette projection interrogative, qui domine la tête et la projection de finitude, et puis le reste de la phrase en italien, et l'image miroir exacte en japonais, avec les structures hiérarchiques qui sont exactement les mêmes, et avec les structures linéaires qui sont l'image miroir dans une langue par rapport à l'autre, en conséquence de cette différence paramétrique fondamentale qui est l'ordre tête-complément. Très bien. Alors je pense que je vais m'arrêter ici. Alors peut-être on fait la pause maintenant et puis on recommence à 11h30 avec le séminaire. Merci.